Tout de suite, c'est l'invité de Paris Direct. Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Anne Bouvreau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous êtes docteur en intelligence artificielle et vous co-présidez le comité d'experts mis sur pied par la première ministre française Elisabeth Borne, ce comité qui doit remettre dans quelques mois ses recommandations pour aiguiller la politique du gouvernement en matière d'intelligence artificielle générative. Et vous lancez aujourd'hui un institut, intelligence artificielle et société. On va en reparler dans un instant. ChatGPT a eu un an ces jours-ci. Et il y a un an, nous sommes nombreux, nous les néophytes, à avoir découvert ébahis ou inquiets, c'est selon les capacités de cette intelligence artificielle générative. Depuis un an, on a tout dit, on va y revenir, de l'Eldorado au risque apocalyptique. Diriez-vous que depuis un an, c'est vraiment une révolution ? C'est une accélération, en tout cas, hein, très clairement. Et puis, effectivement, ChatGPT a pris, je pense, le monde par surprise, hein, peut-être même les gens qui l'ont lancé, qui pensaient que c'était une expérience et quelque chose que quelques personnes allaient essayer. Et puis c'est des centaines de millions de personnes qui se sont mises à jouer avec ChatGPT, avec d'autres modèles qui ont été lancés très très vite après. Et on s'est rendu compte en jouant un peu que c'était quelque chose qui pouvait aussi être utile pour faire des premiers jets, pour résumer des choses, pour poser des questions. Et on se rend compte que ça, avec cette interface là qui est très simple de texte, on se rend compte qu'on peut faire beaucoup de choses avec. Donc oui, ça ouvre des possibilités très larges. Et puis ça pose plein de questions. Oui, on va y revenir. L'intelligence artificielle est déjà depuis longtemps, absolument partout autour de nous. Ça ne fait pas un an qu'on l'a découverte, bien sûr, dans notre téléphone, dans nos voitures, dans nos maisons, etc. Et qu'est-ce que l'intelligence artificielle générative, parce qu'on fait souvent un amalgame, change en réalité ? Et bien, générative, c'est parce que ça génère des choses. Donc en fait, ce sont des systèmes qui ont ingéré à peu près tout ce qui existe sur le web, on va dire, et puis qui ont appris à prédire à partir du début d'une phrase la suite de la phrase. C'est pas quelque chose qui est nécessairement vrai, mais c'est quelque chose qui est réaliste. Donc on prédit, on dit je rentre à la maison peut-être, ou je rentre dans mon pays, ou etc. Et ça construit du coup des phrases qui ressemblent beaucoup à des discussions qu'on peut avoir entre deux personnes. Et ce côté d'interface de conversation avec des agents qui en plus sont plutôt polis, sont plutôt agréables, c'est vraiment quelque chose qui révolutionne notre rapport aux ordinateurs et aux machines. Et puis c'est une machine qui apprend sans cesse. Est-ce que c'est ça aussi la grande différence ? Et puis qui n'arrête pas d'apprendre, effectivement, et puis qui réagit à ce qu'on lui dit, qui s'en souvient et qui régénère, parce qu'après on a tendance à lui donner des caractéristiques humaines, mais qui régénère du texte, qui fait du sens. Alors cette intelligence artificielle générative inquiète autant qu'elle fascine, on l'a dit. Il y a ceux qui voient les formidables progrès, ils existent, qu'elle permet. Bien sûr. Il y a beaucoup de domaines, celui de la médecine en est un. Et il y a ceux, et là les inquiétudes sont réelles, qui craignent pour les emplois. Le vivre ensemble, dans ce qu'elle remet en cause le rapport au réel, la question du vol des contenus par les machines. Vous, où est-ce que vous mettez le curseur ? Et bien justement, moi je pense qu'il faut regarder les deux côtés. Il faut très clairement se dire qu'il y a des bénéfices énormes dans le domaine de la recherche médicale, des choses qu'on peut faire plus rapidement et qui nous aident en tant qu'être humain. Et en même temps, il faut qu'on regarde ces risques, l'impact sur le travail, la désinformation, les risques de biais et de discrimination. Et il faut qu'on les étudie, qu'on en parle, en tant que société, qu'on regarde ce qu'on veut en faire. Et c'est pour ça qu'on a lancé justement ce projet d'Institut IA et Société. Alors dites-nous de quoi il s'agit. Alors c'est un institut pour, notre motto, c'est rechercher, former, informer et influer. L'idée, c'est de faire de la recherche au plus haut niveau et de la plus grande qualité sur les impacts de l'IA sur la société. C'est également de former et de former tout au long de la vie, parce que c'est vraiment ce dont il s'agit. Et puis d'avoir des débats, des discussions et de pouvoir influer sur un développement qu'on souhaite responsable et démocratique de l'intelligence artificielle. Ouais, vous utilisez un mot qui est très important, c'est celui de la formation qui recouvre plusieurs volets. Ceux qui œuvrent à créer ces machines, qui les comprennent, qui comprennent leurs mécanismes. Je crois que vous dites qu'ici en France, on est bon, on est très bon, on a de très bons spécialistes et vous en êtes. Il y a ceux qui se servent, comme vous, comme nous les néophytes, mais qui doivent comprendre aussi comment marche la machine. Et puis
il y a ceux qui doivent les détecter dans les champs où elle n'a a priori rien à y faire. Je pense au domaine de l'éducation, les profs sont très inquiets. Donc cette formation-là, des spécialistes et du grand public, elle est primordiale. Elle est primordiale et je pense que vraiment, d'abord, elle commence très très jeune. Je pense qu'en maternelle, il faut apprendre aux enfants à cette image d'une girafe qui vole vers la lune ou du pape en doudoune blanche. Est-ce que c'est une vraie photo ou est-ce que c'est quelque chose qui a été inventé? On n'a pas besoin d'avoir atteint un niveau d'étude pour commencer à réfléchir à ces sujets-là. Et puis, il faut, bien sûr, à l'école, à l'université et tout au long de la vie, exactement comme vous le disiez, qu'est-ce que ça change? Comment est-ce que je peux, moi, m'en emparer, essayer de jouer avec, comprendre là où ça peut m'aider, là où ça m'inquiète, là où je vais me dire, mais en fait, c'est pas très grave. Ça, vraiment, ce sujet de formation, il est majeur. Il faut qu'on le fasse de manière accélérée et pour tous et pour toutes. Oui, vous parliez de cet outil de désinformation, que ça peut être dans le milieu qui est le mien. Évidemment, ce n'est pas un petit sujet. Ces images qui produisent des contenus synthétiques participent aussi de la suspicion du grand public vis-à-vis de l'information. Complètement. Et donc cette idée ça a toujours existé, bien sûr, la désinformation, c'est pas à vous que je vais l'apprendre, c'est simplement des outils plus puissants pour faire ça. Et la question, c'est comment, en tant que société, on apprend plus à détecter ça et à se dire ça non, ça oui. Avec aussi une question sous-jacente qui est celle de dans les mains de qui cette intelligence artificielle, générative ou non, tombe. On évoquait à l'instant dans le journal l'utilisation de ces outils, de ces machines dans la guerre. On peut aussi parler de son application dans des régimes autoritaires. Ça, c'est un vrai sujet aussi. C'est un vrai sujet. C'est pour ça qu'on a ce projet de réglementation en Europe. Et le cas des risques extrêmes, donc par exemple l'utilisation pour de la vidéosurveillance de masse ou autre, ce sont des cas interdits. Et puis les autres cas, on demande de la transparence et on demande de l'évaluation des cas à haut risque. Et dans le cadre de l'Institut, donc IA et Société, c'est son nom, qu'on lance à l'École normale supérieure avec Dauphine et avec la Fondation Abeona, donc qui sont les trois partenaires. Cet institut donc de recherche et d'engagement public va à la fois faire des recherches sur les cas d'usage et puis engager la discussion, engager le débat, engager les séances de formation. On a eu un événement fantastique d'ailleurs hier soir à l'ENS sur le sujet. Alors le débat, il existe beaucoup au sein de l'Union européenne, pas depuis d'ailleurs l'arrivée des IA génératives grand public, mais tout à fait. Avant ça, depuis le début des années 2020. Aujourd'hui, il y a une réunion à haut niveau pour tenter de se trouver un arsenal juridique assez unique au monde. D'ailleurs, sur quoi on discute concrètement alors, les États ne sont pas d'accord entre eux, comme bien souvent dans l'Union européenne. La France, d'ailleurs, a quelque peu changé de position parce qu'il y a un enjeu. Il y a réguler et ne pas non plus brimer l'innovation. C'est ça ? Oui, alors on en est à la toute fin des discussions. L'objectif, c'est de conclure sur ce sujet de la réglementation avant la fin de l'année, donc avant la fin du mois. Peut-être que ça prendra un mois ou deux de plus. On est dans le moment de la conclusion des prises de position de chacun et chacune. Et il y a un des sujets qui est le sujet régulation et innovation. C'est vrai que ces innovations viennent beaucoup des États-Unis, ChatGPT, Claude, Bard, etc. Il y a des modèles aussi développés en Chine. Et donc un des sujets en Europe, c'est est-ce qu'on peut s'assurer qu'on puisse développer nos modèles européens, tout en utilisant bien sûr ceux qui viennent des États-Unis, et en même temps développer un cadre réglementaire de confiance. Et c'est sur ce sujet-là qu'il y a des discussions effectivement en ce moment. Mais les dissensions font peser le risque que ce cadre juridique soit assez léger finalement. Eh ben on est exactement au cœur de la discussion. Il faut permettre qu'il y ait de l'innovation, donc ne pas brider la recherche. Et en même temps, il faut s'assurer que les cas d'usage sont encadrés pour également susciter la confiance et l'adoption, sinon les gens ne vont pas vouloir. Donc par exemple, la protection des contenus, la protection de l'emploi, est-ce que ça fait partie des discussions ? Oui, alors pas en tant que directement protection de l'emploi, mais l'impact sur l'emploi. Et tout ce qui est autour de la transparence, là où l'intelligence artificielle peut faire des recommandations de choix. Par exemple, on peut utiliser ça dans le recrutement, dans l'aide au recrutement. C'est très bien, ça peut aider à se concentrer sur la discussion humaine sur est-ce qu'on va embaucher quelqu'un, mais il ne faut pas le faire de manière discriminatoire. Ça fait partie des choses qui sont regardées.
Oui, sachant qu'on a beaucoup parlé de ce chiffre, alors est-il réaliste, de 300 millions d'emplois menacés? C'était une étude du cabinet Goldman Sachs impactée par l'intelligence artificielle. Il y a déjà eu des exemples très concrets, hein, une grève des scénaristes à Hollywood qui a duré des mois. Qui vient de se conclure. Qui vient de se conclure, oui, mais à quel prix social? Et des gens qui se disaient vraiment, moi demain j'ai plus de boulot si quelqu'un écrit des scénarios à ma place. Oui. Là-dessus, je pense qu'on est dans une transformation qui est plus rapide qu'on en a eu d'autres par le passé, mais dont on en a déjà vu des exemples. Donc il y a certains métiers qui risquent d'être très impactés, certains métiers pas du tout. Et au milieu, la grande majorité des emplois vont être un peu changés. Et il faut vraiment arriver à savoir s'adapter tout au long de la vie pour changer quand on est dans un métier, apprendre à le faire différemment. Puis quand on a un métier qui est très impacté, essayer d'aller vers des choses qui peuvent d'ailleurs être plus intéressantes. Oui, pour tout vous dire, j'ai demandé à ChatGPT de me proposer des questions hier en préparant cette interview et j'ai été assez satisfaite de voir que les questions proposées n'étaient vraiment pas du tout intéressantes. Et Exactement. Je me suis dit que j'avais encore peut-être du travail J'en suis convaincue. Personnel. Il y a un autre enjeu dont on parle peut-être moins, mais qui n'est pas un petit sujet à propos des startups qui lèvent parfois des millions d'euros ou de dollars sans avoir encore forcément proposé des choses. Certains s'inquiètent que ça pourrait être une bulle spéculative. Il faut s'inquiéter? Alors ça progresse comme ça, l'innovation, donc peut-être que c'est une bulle, mais il y a toujours des choses qui en restent ensuite. Alors pour les investisseurs spécifiques qui investissent dans une start-up, c'est leur choix. Globalement, vous leur dites pas, n'ayez pas peur. Voilà, voilà, globalement, on a des nouveaux services qui se développent et qui vont nous donner des choses avec beaucoup de valeur. Ouais. Est-ce que vous diriez, et ma question n'est pas nécessairement post-apocalyptique, mais tant que nous avons la machine en main, sous la main, c'est maintenant qu'il faut essayer de mettre toutes les bases pour mieux en définir les contours avant que peut-être elle nous échappe un jour? Mais je suis complètement d'accord. On a une fenêtre aujourd'hui où on est au début du développement de l'IA générative pour regarder comment on veut s'en servir. Et c'est exactement le constat qu'on s'est fait et pour la raison pour laquelle on a décidé de lancer cet institut IA et société pour regarder la société face à l'IA, l'IA face à la société. Qu'est-ce qu'on fait pour que ce soit développé d'une manière responsable pour nous en tant qu'humains? Vous allez rendre votre rapport au gouvernement début mars. Début mars, qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah, ben alors ça, il faut qu'on le garde pour début mars. Les sujets qu'on regarde sont les sujets d'impact économique sur le travail, d'impact éthique et sociétaux, sur le monde de la culture, sur les services publics, sur la souveraineté technologique et industrielle pour la France. Donc on travaille régulièrement, on auditionne beaucoup de personnalités extrêmement intéressantes et on va s'atteler à faire des recommandations, on l'espère, qui auront de l'impact. Et d'ailleurs, on parlait du rapport PISA qui a été publié hier, qui n'est pas franchement favorable, enfin disons qui fait un tableau assez noir des capacités des petits élèves français en l'occurrence. Vous le dites souvent, et peut-être c'est important de le rappeler aussi, on a des très bons professionnels de l'intelligence artificielle ici en France, bien formés, bien câblés. Absolument. On a vraiment des très bons chercheurs, une recherche de qualité publique et privée. Bien sûr, il faut continuer à la supporter. Bien sûr, il faut continuer à financer, à rendre ça facile et attractif. Mais on a des gens extraordinaires. Et ça, c'est une grande chance. Et j'espère d'ailleurs que ça va susciter des vocations chez les jeunes garçons et les jeunes filles pour aller faire des maths et de l'informatique. Et les jeunes filles dont on sait qu'elles se censurent souvent, voyez, docteur en intelligence artificielle que vous êtes, Anne Bouvreau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'être venue ce matin sur le plateau de Paris Direct. Je rappelle que vous présidez le comité d'experts sur l'intelligence artificielle générative qui doit rendre son rapport au gouvernement au mois de mars. Et vous lancez aujourd'hui donc cet institut dont on a parlé. Merci encore. On se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet dans Le Monde réel dans Paris Direct. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.